Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit reportage sur Charles Di Meglio, le metteur en scène des Fables de La Fontaine, qui se joue au Théâtre tous les samedis. Bien, bonjour Charles. Donc aujourd'hui nous accueillons Charles Di Meglio, qui va nous parler de son spectacle, Les Fables de La Fontaine, avec une particularité, puisque ces fables sont présentées sous la forme du théâtre baroque. Bien, pour l'instant, Charles, est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle, Les Fables? Comment est né ce spectacle? C'était un spectacle qu'on a conçu pour l'ouverture du festival de la compagnie Ogma, qui a lieu tous les ans la dernière semaine de juillet en Dordogne, d'où est établie la compagnie. Et j'avais voulu, pour cette ouverture de festival, donc le festival 2016, qui était la deuxième édition, un spectacle vraiment très très simple et surtout fait simplement avec Elsa Dupuis, qui est ma partenaire sur scène, un spectacle très complice et qui serait peut-être presque plus au sujet de cette complicité qu'un spectacle, c'est-à-dire une pièce de théâtre ou quelque chose. Et ensemble, on a pensé à cette idée des Fables de La Fontaine, qui sont un très très bon médium, qui permettent simplement d'avoir deux personnes sur scène, qui permettent néanmoins d'exprimer toute une palette d'émotions et de personnages finalement aussi. C'est ça le plaisir de ce spectacle. Et dans ce spectacle, il me semble que tu te sers des masques. Tout à fait, c'est une des inspirations. Nous utilisons deux masques, dont un directement tiré de la Commedia dell'arte, qui est le masque du Dottore, donc un masque un peu grotesque avec deux cercles de bois qui symbolisent des lunettes. Il y a un autre masque du carnaval vénitien, qui s'appelle la muta, qui est un des masques que je trouve les plus terrifiants, parce qu'il n'a pas de bouche, puisque la muta, ça veut dire la muette. Et donc, historiquement, au XVIIe, XVIIIe, il se tenait parce qu'il y avait un bout de bois que on tenait dans sa bouche pour maintenir le masque. Bon, maintenant, il y a une ficelle qui permet à Elsa de parler en même temps qu'elle le porte, mais qu'elle utilise quand elle joue un des animaux les plus terrifiants des fables. Alors, Charles, la particularité de ton théâtre, c'est le théâtre baroque. Tu es venu ici au Théâtre avec 3 pièces ou 4. Je me souviens bien sûr de l'Amphitryon, des Plaideurs, bien sûr. Le 4e, c'était le... Élisabeth. Élisabeth, bien sûr. Et là, donc, les Fables. Parle-nous, qu'est-ce que le théâtre baroque? Le théâtre baroque, c'est une forme très très codifiée du théâtre, qui est ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, au XXe et XXIe siècle, de ce qu'était le théâtre au XVIIe. C'est-à-dire que, comme c'était des gens qui pensaient beaucoup à l'avenir aussi, et beaucoup à la transmission déjà à l'époque, on a énormément de documents, de manuels, de traités, qui permettent de retracer assez précisément, je serais tenté de dire à 95% près, ce qu'était le théâtre vivant, tel qu'il était pratiqué par Molière, par la Champmeslé à l'Hôtel de Bourgogne, etc. Donc Eugène Green, qui le premier a fait ces recherches-là, a restitué ce théâtre d'après ses recherches, et puis d'après aussi une recherche pratique, puisque même si c'est une forme qui est sortie du passé, c'est une forme qui est pour moi très actuelle, très contemporaine, qui parle encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle était déjà étrange, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle soit... Elle est évidemment plus étrange pour nous aujourd'hui, mais elle est pensée pour ne pas être réaliste. Donc il ne faut pas penser non plus que le théâtre baroque est quelque chose d'inaccessible aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une pièce de musée, c'est-à-dire que nous-mêmes, en faisant du théâtre baroque aujourd'hui à la compagnie Ogma, nous ne faisons que penser aux spectateurs du XXIe siècle, tout en utilisant ces codes du XVIIe. Et je me suis trompé, il y avait 5 spectacles, puisqu'il y avait Cendrillon et autres contes également. Donc, Charles, quelle est la particularité? Parce que c'est un théâtre très codé, en fait. Quelle est la particularité du phrasé de ce théâtre? Avant tout, évidemment, c'est la prononciation du français tel qu'il existait au XVIIe siècle, donc qui a changé. C'est-à-dire que si je me mets à parler en baroque, le phrasé paraît beaucoup plus ampoulé, précis et large. Et donc c'est à la fois une prononciation historique, mais aussi des codes propres au théâtre, ou au moment où la parole n'était pas réaliste, volontairement réaliste ou quotidienne. Donc notamment cette prononciation des finales, qui donne bien l'indication au spectateur qu'on n'est pas dans la vie de tous les jours, et qu'on arrive à un moment clé de la phrase, c'est-à-dire à la fin d'un vers, à la fin d'une phrase, qui tout de suite, en entendant cette finale qui n'est pas naturelle, on se dit « Ah, ok, on a fini ça, donc on va passer à autre chose ». Ce sont vraiment des signaux qu'on envoie au spectateur. Alors, aujourd'hui, à une époque des youtubeurs, d'internet et tout ça, comment réagit le public à la sortie ou à la vue du spectacle baroque? Moi, je sais que j'ai adoré, j'adore ce théâtre, mais quelles sont les réactions des autres spectateurs?
Alors, nous, on a de la chance d'être la troisième génération de comédiens et metteurs en scène qui proposent cette forme aujourd'hui. Au tout début, ça a été vraiment très très hostile, mais de même que quand la musique baroque a été exhumée à nouveau dans les années, entre les années 30 et 60, où les gens étaient très revêches à cette interprétation-là. Et aujourd'hui, les gens se laissent beaucoup plus... Enfin, les gens marchent vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un théâtre qui est toujours populaire, comme au XVIIe, parce que aussi, c'est un théâtre qui laisse la place à la parole, qui laisse la place au texte, où la mise en scène, finalement, est beaucoup moins importante que le texte et que l'émotion véhiculée par le texte. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcer le spectateur à une émotion, qui serait celle du comédien ou du metteur en scène. C'est le spectateur qui va se forger sa propre émotion, son propre sentiment, à travers les textes tels qu'ils existent. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus fort, c'est pour ça qu'évidemment j'en fais. Et les spectateurs aussi, je pense, commencent à en avoir un peu marre de voir un théâtre qui n'a pas évolué depuis les années 60, et sont contents de réentendre tout simplement des textes sans artifice, grande scénographie à 8 millions d'euros. Tout à fait. Et donc, la compagnie qui t'accompagne, enfin, la compagnie que tu as fondée, c'est la compagnie Ogma, qui se situe où? Qui est établie à Aurillac du Périgord, en Dordogne. C'est un petit village de 400 habitants. Mais c'est aussi parce que ça correspond à l'engagement qu'a la compagnie, c'est-à-dire d'essayer d'œuvrer à faire du théâtre populaire et implanté surtout en zone rurale, c'est-à-dire accessible à ceux qui n'ont pas accès au théâtre. En Dordogne notamment, mais comme beaucoup en France, les théâtres sont dans les grandes villes évidemment, et donc les populations rurales n'ont pas accès facilement au théâtre. C'est vraiment une démarche énorme qui leur est très difficile, et du coup nous on essaye d'œuvrer en Dordogne et dans le reste de la France à amener le théâtre là où il n'a pas lieu. D'accord. Quels sont les prochains projets? Alors le festival Logmac 2018, la dernière semaine de juillet, qui sera la 4e édition et qui s'ouvrira avec une immense création dont j'ose pas encore en dire plus puisqu'on l'annonce dans un mois. D'accord, très bien. Et pourquoi être venu au Théo? Pourquoi cette fidélité au Théâtre? Parce que je pense qu'on partage beaucoup de valeurs communes, notamment dans l'enseignement, dans des rapports humains véritables et centrés autour du théâtre. Et c'est vraiment la première fois qu'on est arrivé au Théâtre avec un spectacle pas facile, qui était Élisabeth Ier d'Angleterre, avec Christine et Ivan. On s'est tout de suite senti extrêmement bien accueillis par le Théo. Et c'est très très rare, et encore plus à Paris. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tous avec plaisir, et tous les membres de la compagnie, c'est-à-dire maintenant, je pense qu'il y a peut-être à peu près une quinzaine d'entre nous qui sommes passés entre ces murs. C'est toujours une joie de retrouver cette convivialité, ce public fidèle, ce théâtre qui est plutôt très, très agréable aussi à travailler, dans lequel travailler, des belles salles, et voilà, c'est vraiment cet esprit de famille aussi, qui reste professionnel, mais qui reste quand même très personnel aussi, qu'on apprécie particulièrement, puisque c'est ce que j'essaye d'implanter aussi dans la compagnie. D'accord, alors maintenant on a parlé de l'œuvre, on a parlé de la mise en scène, hein, on a parlé du mythe, et on va parler de l'acteur et du metteur en scène. Donc Charles, tu es acteur, tu es également metteur en scène. Allez, quels sont tes principaux défauts, ou quel est ton principal défaut? Peut-être la minutie, ou l'obsession des détails. Dans un spectacle, on peut passer peut-être 3 heures de répétition juste pour un ou deux pas, ou un geste. D'accord, et ta qualité principale? La patience. Alors moi je t'ai vu jouer, je sais que tu mets en scène, est-ce que c'est pas trop dur de faire les deux? Comme c'est un théâtre très codifié, c'est sans doute beaucoup plus facile que dans le théâtre plus moderne ou contemporain. C'est-à-dire qu'avant tout, on répète très techniquement nos spectacles. Comme des danseurs, on est devant des miroirs, on va vraiment créer la chorégraphie, l'apprendre, la mémoriser, et ensuite on enlève les miroirs et on la fait vivre. Mais les 9/10 du travail sont déjà faits, c'est très agréable. Bien. Et enfin, la dernière question qui me tient à cœur, c'est que je crois que c'est toi qui fais les costumes. Tout à fait. Et ça, les costumes sont magnifiques. Est-ce que tu peux nous donner ton secret? La patience, beaucoup de patience, de l'abnégation, et surtout une passion pour les belles choses. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui serait pour moi importante au théâtre en dehors de l'émotion, c'est la beauté, mais la beauté permet l'émotion aussi. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir de beaux costumes sur scène, surtout quand on œuvre sur des textes comme ceux du XVIIe siècle. Et comme on n'a pas les moyens de nécessairement avoir des costumiers qui travailleraient à plein temps pour la compagnie qui ferait les costumes, je me suis moi-même appris à faire des costumes pour avoir ce que je voulais. Et c'est vrai qu'il peut arriver qu'on ait des vrais costumes baroques, c'est-à-dire brodés de la tête aux pieds avec 1 kilomètre de broderie par costume.
Ça fait partie du monde baroque, donc finalement c'est même plus une question que je me pose. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot pour nous dire au revoir, par exemple, mais à la manière du baroque? Eh bien, je vous attends avec plaisir jusqu'au 24 mars pour découvrir les fables de Jeanne de La Fontaine au Théâtre. Merci beaucoup, Charles Di Meglio. Olivier.